Kinshasa refuse de dialoguer, de négocier, encore de faire la guerre, parce que nous n'avons pas le moyen. Selon certains officiels, il faudra d'abord extirper les infiltrés de l'armée, un travail qui pourra nous prendre certainement un peu de temps. Mais pendant ce temps, des villes continuent à tomber. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question de communication politicienne pour dédouaner certaines choses. Sinon, dans les lots de ceux-là qu'ils ont attaqués longtemps, il y avait le général Massoudjo. Il est considéré comme étant un infiltré. Pourquoi l'avoir nommé aujourd'hui à un moment critique? Si réellement il était un infiltré. Et il n'y a pas que lui. C'est un mauvais procès qu'on fait à notre armée et je le trouve injuste. Si Kabila, l'invitation lui a été lancée, vous le voyez répondre? Je glisse avec mon dernier mot pour dire que nous attendons. L'invitation? Non, nous attendons de savoir comment les choses vont se dérouler. Par respect, même au père de l'Église. Mais on ne sait pas, nous attendons. Il peut bien y répondre. Je ne vais pas préjuger sur les faits. Je n'ai pas encore cette capacité, Dieu ne me l'a pas encore donné, de savoir ce qui peut se faire demain. L'honorable Jeannet Kabila est aussi parti à Kigali. Ils sont arrivés à Nairobi et c'est de là qu'ils ont pris l'avion pour atterrir à Goma et Kigali. Bon, je ne sais pas si l'honorable Kabila a réellement pris un avion, qu'il a fait les déplacements. Ça, je ne sais pas, en toute honnêteté. Mais soutenir ce genre de choses, franchement. Soutenir ce genre de choses pour dire que tel s'est retrouvé dans les mêmes vols que X, ça montre que ces gens-là, ils ont acheté les billets ensemble, ils cherchent quoi? Alobi banda kala zolo senga na mokonzi mboka kala azala clair. Ils cherchent quoi? Ils cherchent à séduire qui? A-t-il déjà oublié tout ce que lui-même a dit sur Fachi? Il pense que Fachi est amnésique. Tikalas, Tetseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Congo, notre cher et très beau pays au cœur de l'Afrique, dont ses ressources naturelles font l'objet de guerres à répétition, exige de nous une gouvernance de qualité, mieux une vision à la taille de nos défis et perspectives. Après les consultations en vue du pacte social et bien vivre ensemble lancé à Kinshasa, le père spirituel ont rencontré ce 12 février Corneille Nangaa dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avant de traverser les frontières pour rencontrer le chef de l'État rwandais. Que vise cette consultation dans laquelle on inclut l'agresseur congolais qui n'est autre que Paul Kagame? Est-ce que le père spirituel vont-ils réussir là où les chefs d'État africains, le sommet conjoint SADC et EAC, et même le processus de paix de Nairobi et de Luanda ont échoué? C'est une mission quasi impossible que tentent les églises protestantes et catholiques. Nous allons nous poser la question, bien sûr, avec un invité niveau XXL qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Bienvenue sur votre chaîne Politicon RDC, la force du détail. Nous allons faire le tour, l'horizon, le tour de l'actualité
avec tout ce qui se passe dans l'ensemble du pays avec Papi Tamba qui a jugé défendable de répondre à notre invitation. Bienvenue. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Oui, ça va. Un invité tout court, XXL, c'est un peu trop prétentieux de ma part. Je suis tout simplement un invité et même un petit invité. Voilà. Vous n'êtes pas friand de compliments? Non, je ne ferai pas l'économie des compliments, mais je vais juste y rester moi. Comment la santé? La santé, ça va très bien. J'ai été un peu malade pendant un certain moment, mais maintenant, ça va. Et comment se porte le Donald Trump congolais? Est-il déjà revenu de son voyage en Swaziland? Une visite secrète. C'est bien l'appeler Donald Trump congolais. Hein? C'est une prophétie, je crois. Départ et retour, c'est comme ça que je dois les comprendre. Non, je ne gère pas son agenda et puis son carnet d'adresse, donc je ne sais pas trop son carnet des rendez-vous plutôt. Présentement, je ne pourrais pas vous dire avec précision s'il se trouverait où. Je sais tout simplement qu'il continue à bosser, à travailler et à faire plusieurs déplacements. Et de quoi cette similitude tire-t-elle son essence? On le compare à Donald Trump, mais à la différence près, Kabila a rempli ses 2 mandats. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que si Donald Trump est revenu au pouvoir, c'est parce que la Constitution lui autorisait les États-Unis d'Amérique. Et pour nous autres aussi, la Constitution ne lui interdit pas, après avoir fait des mandats, de revenir dans le cadre d'un nouveau mandat. Donc je ne trouve vraiment pas de différence fondamentale là-dessus. La Constitution est muette ou elle n'a pas été explicite à ce sujet? Non, ce n'est pas qu'elle est muette, elle a parlé. Elle a parlé de la manière dont un texte peut parler, parce que ce qui n'est pas interdit en droit est permis. C'est connu de tous. Ça dit qu'il a fait un mandat, 2 mandats, la Constitution ne consacre pas et ne permet pas un 3e mandat. Vous devez casser les rythmes des mandats après 2 mandats. Et quand vous n'êtes plus président de la République, vous redevenez citoyen qui peut jouir des dispositions de l'article 72, si je ne m'abuse, de la Constitution, qui fixe 4 conditions à un citoyen congolais pour postuler au poste du président de la République. Et il est rempli. Aujourd'hui, il n'est plus président de la République pour parler encore d'un quelconque mandat. Donc, étant sénateur à vie, il a le droit de se représenter à n'importe quelle élection. Mais bien entendu. Vous savez, il y a des gens, il y a quelqu'un, à un certain moment, qui avait déclaré, pince sans rire, qu'en tant que sénateur à vie, pour qu'il puisse encore postuler, il doit d'abord mourir, ressusciter et changer de nom. A-t-il raison ou tort? Foncièrement tort. Foncièrement tort, je ne sais pas d'où il tire cette logique. Vous savez, il ne faut même pas aller très loin. C'est quasiment le même esprit avec la Constitution française qui, à la place de placer les anciens présidents de la République au rang des sénateurs à vie, et il les place comme membres du Conseil constitutionnel à vie. C'est l'article 56 de leur Constitution, si je ne m'abuse. Mais ils ont le pouvoir de rénonciation. C'est pour cette raison-là que François Hollande, ancien président de la République, membre à vie du Conseil constitutionnel, mais il y a renoncé. Il a renoncé à cela pour postuler à Corrèze, je crois, il est député national. Parce qu'il y a les pouvoirs de rénonciation. Donc Kabila étant sénateur à vie, peut même se représenter pour être président du Sénat. Il peut se représenter partout. Et étant président du Sénat, il est, selon la Constitution, dauphin constitutionnel du chef de l'État. Dauphin constitutionnel du chef de l'État, j'aime pas trop ces termes-là, dauphin, parce que parlons un peu des modalités pratiques de notre Constitution. La Constitution dispose qu'en tant que président du Sénat, quand il y a vacances observées au niveau de la présidence de la République, certes, vous assumez l'intérim, mais dans un délai très limité, et ce délai vous astreint à organiser les élections.
Or, il s'avère que pour l'organisation des élections dans notre pays, je parle surtout de l'élection présidentielle, qui est de la compétence de la CENI, il y a un certain nombre de choses à observer. Ok. Entre 2023 et aujourd'hui, il y a plusieurs mineurs, des anciens mineurs qui ont maintenant 18 ans révolus, qu'il faut commencer par enrôler. Et l'enrôlement ne peut pas prendre 4 mois. Parce qu'il faut enrôler, il faut plusieurs préalables selon notre réalité constitutionnelle, qui ferait qu'un président du Sénat aura du mal à tenir ou bien à organiser les élections dans les 4 mois. 3 mois, 4 mois. Il aura du mal à les faire. Selon nos réalités, toujours textuelles, c'est-à-dire selon nos textes et selon les modes que jusqu'à ce jour nous utilisons pour la tenue des élections. Donc je n'aime pas trop les termes dauphin constitutionnel parce que s'il y a vacances au sommet de l'État, nous serons bités devant cette difficulté qui ferait que c'est un consensus au sein de la classe politique et de la société civile qui pourrait permettre de définir et de dessiner l'avenir du pays. Comme ce fut le cas en 2001, après l'assassinat tragique de Mouzé Kabila. Les cadors de l'époque ont porté leur dévolu sur Joseph Kabila parce qu'il était le seul capable à faire face à toute velléité et invasion venant de part et d'autre, parce qu'il maîtrisait l'armée, il était déjà le général chef d'état-major. En partie, oui. Mais le contexte n'est pas le même que le contexte que celui d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de constitution. Voilà. Aujourd'hui, il y a une constitution et il faut trouver la sagesse dans les méandres de cette constitution. Cela avait joué beaucoup aussi dans la balance. Ça a beaucoup joué dans la balance, bien entendu. Voilà. Donc le retour de Joseph Kabila au sommet de l'État reste encore possible. Et en quoi son retour serait salutaire pour le pays? Il faut poser cette question à la population qui réclame son retour, s'il est là. Vous savez, la même question pouvait être posée pour plusieurs autres des anciens présidents qui, une fois qu'ils ont quitté les pouvoirs, ont été réclamés par leur peuple. Mais l'action ou les actions qu'ils ont menées après leur retour ont permis de savoir que les peuples n'avaient pas trop tort, très tort de demander leur retour. Je peux vous parler de Obasanjo au Nigeria. Aujourd'hui, au Ghana, on vit cette réalité avec un ancien président. On peut vous parler de Sékou Touré. Ça ne sera pas, on peut vous parler de Lula aujourd'hui. On parle de Donald Trump, même qui ici n'avait pas fait des mandats. Et les cas sont légion. Aujourd'hui, les retours souhaités du président Joseph Kabila au pouvoir ne seraient pas un cas isolé, ni dans l'histoire et ni aussi on ne peut pas aussi dire que ça va manquer les raisons d'être justifié. Non. Parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses dans ces pays. Vous savez? Mais il est parti avec un bilan qui n'était pas fort remarquable, quand même. Il faut l'avouer. Il y a eu des ratés, il y a eu des choses qui n'ont pas marché aussi sous son règne. Oui, dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est naturel. Mais dire que le bilan n'a pas été, comme vous essayez de les décrire, ça je dirais non. Vous savez, les seuls indicateurs qui nous permettent de jauger les parcours d'un président de la République, ou même de n'importe qui exerce les charges exécutives, c'est de voir la porte d'entrée, la porte de sortie. Par où est-il entré, comment était la porte, et par où est-il sorti et comment est devenue la porte. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Nous sommes en train de vivre une situation dramatique dans notre pays. Le président Kabila arrive, il trouve une dette extérieure qui a avoisiné 14 milliards de dollars. Aujourd'hui, le pays se réendette avec 14 milliards de dollars. On est revenu à la case de départ. Comprenez-vous quelque chose? Le président Kabila, quand il arrive au pouvoir, vous ne pouvez pas quitter Kinshasa pour aller à Goma, qui est à 2 heures à vol d'oiseau, parce que Goma était occupé. Aujourd'hui, personne ne peut quitter Kinshasa et aller à Goma. Les évêques, les prêtres catholiques sont partis, ils étaient obligés de passer par le Rwanda. Au moins, on l'a suivi. Donc, c'est encore un retour vers la case de départ. Et c'est plusieurs points. C'est plusieurs points. Vous allez constater que les pays qui avaient pris de l'ascenseur s'est arrêté au 5e niveau. Malheureusement,
alors que les gens devaient arriver pour faire la maintenance, et l'ascenseur redescend au rez-de-chaussée pour reprendre les parcours à zéro. Qui peut être l'homme de la situation dans ces cas? Aujourd'hui, nous revivons la même situation que celle de 2001. En 2006, après les élections, on n'a pas parlé d'un contexte de dialogue intercongolais pour régler encore un problème de gouvernance dans ces pays. En 2011, on n'en a pas parlé, et en 2018, on n'en a pas parlé. Pareil en 2023 avec cette simulacre d'élection, mais aujourd'hui, un an seulement après, on en reparle. C'est un retour à la case de départ. La solution était forcément passée par Kabila, ou c'était la détermination d'un peuple à en finir avec l'insécurité et les régimes difficiles qui nous étaient imposés avec la complicité de certains pays voisins? Non, moi je ne suis pas preneur de ces discours-là, parce qu'il y a certaines personnes, même quand ils parlent de cette situation de la crise sécuritaire dans notre pays, ils omettent, je ne sais pas s'ils le font par ignorance ou exprès, mais ils omettent la période de 2013 à 2019. Ils omettent ça. C'est vrai que notre pays a connu des cycles de violence. Ça, je n'en disconviens pas. Mais il faut tout de même reconnaître qu'en 2013, tout s'est arrêté. Pendant les 6 dernières années du président Kabila à la tête de ces pays, on n'a plus connu ce genre de choses. Il a trouvé un pays morcelé, il a rendu un pays entier. Peut-être pour certaines personnes qui ont leur magasin où ils achètent leurs lunettes, ils trouveraient que ce n'est pas ça un bilan, mais moi je trouve que c'est un bilan très lourd même. Alors, 2014, le pays n'a pas connu la situation que nous connaissons aujourd'hui. Pareil pour 2015, pareil pour 2016, pareil pour 2017, 2018 et 2019. Ce qui voudrait dire que le pays avait pris l'élan. Cet élan s'est arrêté. Est-ce que si cet élan s'est arrêté, c'est par rapport à la résilience d'un mouvement ou c'est parce qu'on a réveillé un mouvement? Ça sont des questions qu'on doit se poser. Nul aurait été ce qu'on a observé avec l'alternance, avec les effets de l'alternance politique à la tête, au sommet de notre pays. Est-ce qu'on parlerait de M23 aujourd'hui? Regardons-nous droit dans les yeux. Parce que vous parlez de l'alternance démocratique intervenue en date du 24 janvier 2019. Ignorez-vous ou connaissez-vous les revendications de Corneille Nangaa? Il dit vouloir mettre fin au monstre qu'il a créé. Ceci voudrait dire que Joseph Kabila, Corneille Nangaa sont complices de cette instabilité qui refait surface aujourd'hui. Quelle est votre part de vérité? C'est ce que les gens racontent avec trop de facilité. Il faut retourner dans notre Constitution. L'article 211 de la Constitution est assez clair, que la TENI, l'organisation des élections, c'est l'affaire de la CENI. C'est la CENI qui proclame les résultats provisoires et c'est la Cour constitutionnelle qui valide cela, ou qui peut aussi invalider les cas échéants. Alors, je ne vois pas dans cette petite réalité constitutionnelle de notre pays où intervient un président de la République. Pour parler d'une collision, je ne vois pas. Il faut seulement retourner dans notre constitution. Maintenant, moi, je ne suis pas porte-parole du président. Nangaa toujours brandit l'accord dont il est l'un des signataires. Ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, c'est un accord de gouvernance. Kabila est concerné par ces dits accords. L'accord de gouvernance, ça existe partout au monde. C'est un accord de gouvernance, il faut juste lire l'ordonnance qui nomme le premier ministre, ou même le gouvernement plutôt, Ilunga Ilukamba. Il a été formellement repris dans cette ordonnance, clairement que, selon la Constitution, certes, et faisant suite aussi à l'accord FCC-CACH, c'est un accord de gouvernance. Si c'est un accord de gouvernance, comment Corneille Nangaa, lui qui n'était qu'un président de la CENI, peut en être l'une des parties, ou peut être l'une des parties prenantes à cet accord de gouvernance? Mais c'est même pas être partie prenante, c'est même lui la première personne à les connaître. Vous savez que lorsque aujourd'hui vous voulez former ce qu'on appelle des coalitions, avant les élections,
Moi, je suis PPRD, vous êtes un parti AAA. Je donne seulement un exemple. Ça, c'est avant les élections, bien sûr. Je dis avant les élections, mais on veut faire une coalition pour former, par exemple, comment se constituent les groupes parlementaires, comment se constituent les listes électorales. Si nous formons une coalition, nous devons les signaler à la CENI. Mais là, on était dans le cas d'après élection et après même résultat et proclamation de résultats provisoires et définitifs. Non, non, non. J'essaie de vous expliquer une chose. Quand nous parlons de coalition, premièrement, il faut les signaler auprès de la CENI. Mais deuxièmement, à la proclamation des résultats de la CENI, la veille, le président Kabila, avant la proclamation, le 23 décembre, il avait tenu un discours à la RTNC où il a parlé, c'était pour souhaiter la bienvenue à son successeur et demander au peuple et à sa famille politique de les soutenir massivement. Mais il avait déjà évoqué l'idée de quoi? Pas l'idée, mais il avait évoqué cet accord de gouvernance avec la coalition FCC-CACH. Parce que la réalité était telle, s'il n'y avait pas cet accord, il fallait connaître la cohabitation. C'était ça la réalité, ça allait être plus difficile à gérer. Parce que les présidents, parce que Fachi n'avait pas la majorité au niveau du Parlement. Donc c'est qu'il y a eu des tractations politiques et vous n'allez pas mettre les présidents de la CENI en dehors de ces tractations. Non. Est-ce que Joseph Kabila est-il toujours fier d'être appelé père de l'alternance démocratique au regard de la situation que nous vivons actuellement? Je ne pourrais pas répondre à sa place, mais je sais une chose avec pertinence, qu'il y a toutes les raisons d'avoir des profonds regrets entre les souhaits et la réalité vécue par la suite. Les souhaits étaient, on a bien dit, c'est un accord de gouvernance pour le développement du pays. C'était juste pour faciliter à ce que la RDC prenne de l'envol et rattrape certains retards, ou un certain retard. Malheureusement, il s'est observé par la suite qu'il y a eu un frein à tout cela. N'importe qui peut initier une telle action, et quand il va observer ce qui va se faire par la suite, ou ce qui s'est fait par la suite, ne peut qu'exprimer des remords. Vu sous cet angle, je peux me permettre d'affirmer, en lié à sa place, parce que moi, je ne suis pas lui, mais je peux dire qu'il peut quand même exprimer certains remords. Donc, tout ce que dit Corneille Nangaa pour justifier l'activisme qu'il mène dans l'Est de la République démocratique du Congo est totalement faux. Vous savez, je suis un peu très mal à l'aise de répondre à cette question parce que je ne suis pas ni son porte-parole et je ne suis pas aussi le porte-parole de l'AFC. Je ne suis qu'un petit militant membre du PPRD. Mais que nous dit l'histoire? La partie... Oui. Que nous dit l'histoire, justement? Est-ce que c'est... Ou quelle est votre part de vérité? C'est ce qu'on essaie de rechercher pendant ce peu d'instants. Je ne vais pas la donner plusieurs fois, au risque de me répéter, puisque je vais la donner. Au risque donc, de tout me répéter. Donc, tout ce que Nangaa dit pour justifier ce qu'il fait est totalement faux. Franchement, je ne répondrai pas à cette question parce que je n'ai pas de réponse à vous donner aussi. Ok. Allez, merci beaucoup. Nous allons à présent nous intéresser à la démarche des pères spirituels qui ont lancé des consultations en vue du pacte social et bien vivre ensemble après avoir rencontré le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ils sont arrivés à Goma où ils ont eu à échanger avec le chef de l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa. Nous sommes dans la ville de Goma, mercredi 12 février, bien avant de traverser les frontières pour aller rencontrer, toujours en ce qui concerne leur cahier des charges ou mission, le président rwandais, Paul Kagame. Vous avez suivi avec un intérêt pluriel la démarche des pères de l'Église. Une première question, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est quand même grave comme procès d'intention.
de considérer que je l'ai suivi avec un intérêt pluriel. Je vais vous avouer une chose, je l'ai suivi sans aucun intérêt. Ok. Ça ne m'intéresse pas du tout cette démarche-là. Moi, personnellement, mais c'est Papy Tamba sur votre plateau, qui est en face de vous, ça ne m'intéresse pas. La démarche n'est pas louable? Enfin, je ne suis pas juge de ce qui peut être louable ou pas. Je n'encaisse pas la vérité. Mais je dis tout simplement mon ressenti à moi, que je pense que je n'ai aucun intérêt dans cette démarche. Je ne serai pas le premier à le dire. Les membres du pouvoir le disent, ils crient haut et fort. Il y a même des tweets que je peux vous citer, des personnalités de l'Union sacrée, qui les disent aussi. Il ne faudrait pas que quand moi je les dis, que vous puissiez me bombarder des questions. Je ne fais qu'exprimer. Je ne fais qu'exprimer ma liberté de penser comme eux aussi l'expriment. Est-ce que, après la rencontre avec Corneille Nangaa, voyez-vous ces derniers s'inscrire dans la démarche de père de l'Église? Est-ce que c'est une mission pour nous qui paraît quasi impossible parce qu'ils tentent de réussir là où le sommet conjoint SADC et EAC et même l'Union africaine ont pu échouer? Est-ce que ce sera possible? Et que visent ces consultations justement dans lesquelles on inclut aujourd'hui Paul Kagame? Je répondrai à votre question, mais sous un autre format. Donc ma réponse ne sera pas forcément à votre question, mais sera à une question que je me pose dans votre question. Je vais appeler les pères de l'Église à recouvrer leur dignité. Je crois qu'ils en ont besoin actuellement. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens initient une telle démarche qui, à première vue, peut paraître salutaire pour le pays. C'est une apparence. Mais être fustigé par les membres du pouvoir, alors à quoi cela servirait-il? À quoi cela sert-il plutôt? J'ai suivi dans les réseaux une vidéo en circulation où les membres de l'IDPS, encore l'IDPS, qui menacent ce dimanche de faire le tour des églises catholiques pour empêcher les fidèles d'accéder à la messe. Je l'ai suivi. Et les pères de l'Église continuent malgré tout. Pourquoi? J'ai du mal à les comprendre. Nous suivons des tweets et des déclarations à gauche et à droite où on dit que voilà, ils font ce qui ne leur a pas été demandé. Ça montre clairement qu'il y a une possibilité aussi que ce qu'ils vont faire soit rejeté. Est-ce que la frustration de certains pro-Tshisekedi n'est-elle pas justifiée? Est-ce que c'est le cas de le dire aussi avec les premiers citoyens Félix Tshisekedi qui a eu à recevoir le père de l'Église? Est-ce qu'ils auraient continué ce qu'ils font aujourd'hui s'ils n'avaient pas reçu d'une manière ou d'une autre la bénédiction du chef de l'État? Moi, je m'en tiens aux différentes déclarations des membres de l'Union sacrée que je considère comme étant plus proches. Ce n'est pas la position forcément du chef de l'État. Enfin, ils sont plus proches. Ils sont libres de s'exprimer sur un sujet d'actualité. Entre eux et moi, ceux-là qui peuvent connaître sa position, je crois que c'est plus eux que moi. Moi, je n'ai pas la chance, je peux vous le dire ici, dans ma vie, je ne l'ai jamais salué, je n'ai jamais eu cette chance de parler ou d'échanger avec lui. Et ils échangent avec lui régulièrement. Ils les connaissent, pas seulement maintenant qu'il est au pouvoir, longtemps avant, même qu'il n'arrive au pouvoir, qu'il n'accède au pouvoir. Donc ils connaissent sa pensée mieux que moi. Donc moi, je ne peux que me contenter de ce qu'ils disent et considérer cela comme état politiquement correct. Et j'observe pour ma part qu'ils disent à ceux qui veulent les entendre que voilà, les chefs de l'État ne les ont pas mandatés. Donc quand on ne vous a pas mandaté, vous faites une démarche, vous n'avez pas de bénédiction. Vous initiez une démarche et on appréciera la fin. Et la fin aussi peut être positive comme aussi elle peut être négative. Mais lorsque maintenant on voit comment est-ce qu'ils sont vilipendés dans les réseaux sociaux et continuer malgré tout, moi je trouve qu'il manque de personnalité et de dignité. À leur place, je ne les ferai pas. Est-ce qu'ils risquent gros à leur retour à Kinshasa après avoir rencontré Corneille Nangaa et Paul Kagame? Peut-être que bon, il ne fait pas partie de la délégation. Parce qu'il y a certains qui pensent
dès leur arrivée, ils doivent, manu militaire, être interpellés. C'est même ça le coup de gueule de Zachary Babaswe. On parlera certainement de lui dans l'émission. Et l'avis qui est partagé par un grand nombre de proches du chef de l'État, pour ne pas dire militants de l'UDPS. En tout cas, si cela devait arriver, comme on l'a connu avec Ambongo, avec l'archevêque de Kinshasa, bon, son invitation n'a plus fait suite. Nous ne savons pas si, malgré tout, parce qu'il y a le procureur général près la Cour de cassation qui avait instruit le parquet de Matete, je crois. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. Donc ça sera peut-être quelque chose de nouveau, mais en Afrique subsaharienne, je crois que ces régimes seraient l'un des premiers, aussi pas les rares, à interpeller aussi facilement les prélats de l'Église catholique ou même de l'Église du Christ au Congo. Pour avoir commis quelle infraction, faudrait-il encore que nous puissions les définir dans les démarches. Mais encore une fois de plus, moi je dirais que si cela devait leur arriver, ils ne peuvent qu'assumer. Ils ne peuvent qu'assumer parce que vous vous entêtez, excusez-moi du peu, vous vous entêtez dans une démarche que les gens fustigent et même vous commencez par rapport à cette démarche à subir des menaces et des contraintes. Ambongo a dit que le chef de l'État leur a dit qu'ils pouvaient aller partout, rencontrer même Nanga et ses... Bon, peut-être il leur a dit en privé, les autres n'étaient pas là, mais dans ma position en tant que l'humble serviteur de Papi Tamba en face de vous, je reconnais ma position d'être un archange. Je me dis, il ne m'a pas encore donné le pouvoir de voir ce qui est caché. Donc, je ne sais pas. Peut-être c'est le cas, peut-être ce n'est pas le cas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans cette confidence-là. Et encore une fois de plus, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc, ça, c'est une question à titre individuel. Alors, pensez-vous, si c'était vous, si vous étiez à la place de Père Spirituel, est-ce que vous auriez entrepris la même démarche? Non. Jusqu'à rencontrer Paul Kagame, qui est notre agresseur? J'ai dit non. J'ai répondu 3 fois non. Pourquoi? Malgré ça, vous persistez quand même pour arriver jusqu'au bout de votre question. Permettez-moi d'insister parce qu'on a besoin de comprendre le fond de le sens de votre moi, je tiens raisonnement. Je tiens beaucoup à ma personnalité, à ma dignité. Je n'ai pas grand-chose dans ma vie. C'est une question de dignité. Je ne suis qu'un pauvre petit monsieur. Si je dois, en plus de cela, brader encore ma dignité et ma personnalité, il ne me restera plus rien. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens qui sont taxés par Fachi, c'était en Bujimaï, il y a moins de 4 mois. Les politiciens en soutane. Les politiciens en soutane et un proche collaborateur de Fachi, en l'occurrence le président Jean-Pierre Bemba, qui va aussi les taxer d'une certaine manière, dans des termes sibyllins où on les présentait. On a eu tendance à les présenter d'une certaine manière. Je n'ose pas évoquer les mots ici. Et dans un intervalle de 4 mois seulement, après avoir subi des insultes, même moins de 4 mois, je crois, après avoir subi des insultes et toutes sortes de traitements, nous allons initier une telle démarche. Pour chercher quoi? Pour séduire qui? Franchement, j'aurais aimé qu'on puisse les leur demander, mais si on les leur avait demandé, ils pouvaient aussi exiger des excuses. Peut-être que le public aussi, il n'a pas la personne qui l'a demandé. Parce qu'ils ont été diffamés en public. Ils n'ont pas été diffamés en privé. Alors pourquoi font-ils ça? Et il y a une autre question qui taraude mon esprit. Qui finance tous ces voyages? Tous ces déplacements, qui les finance? L'Église catholique, c'est une institution avec ancrage. L'Église catholique finance aussi les CC? Une réputation imposante. L'Église catholique finance aussi les CC? Pareil. Pour les peu que je connaisse de ces églises, je ne pense pas que ce genre d'activité est prévu dans leur cahier de charges. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Je ne soupçonne Qui serait derrière leur démarche? Je me pose seulement des questions qui les financent. Je ne soupçonne rien. Aucune réponse, aucune recherche ne commence par des réponses. Ok. Toute recherche commence par des questions. Commence par des questions pour arriver à la réponse. Maintenant, peut-être vous avez la réponse. Vous pouvez aider. Vous pouvez m'aider. Aider mon ignorance, peut-être pour m'éclairer là-dessus.
Mais moi, cette question n'a pas encore trouvé de réponse. Je veux savoir qui les finance. C'est quoi Watoko Salanini Ndeko Papitamba? On a l'impression que nous faisons du surplace, ça n'est qu'un point de vue, on n'avance pas. Et, puisque le dialogue à l'interne semble être Pourtant, on avait avancé. rejeté par toutes les parties. Au niveau de la SADC et AC, rien de bon ne sortira de ces organisations sous-régionales. Et il n'y a pas plus longtemps que 24 heures, le facilitateur, le président angolais Joao Lourenço, venait officiellement de rejeter ou encore de laisser la main à un autre chef d'État pour continuer ce travail de facilitateur. Où allons-nous? Nous nous arrêtons et on fait quoi après maintenant? N'ayons pas peur des mots. Il a fait une interview, non pas seulement si Jeune Afrique, mais il a aussi fait devant les médias audiovisuels. Ça montre l'intérêt par rapport à la communication qu'il voulait bien que cela puisse passer. Okay. Premièrement, nous savons qu'il est déjà pressenti, pas pressenti parce que tout est déjà acté. Dans les prochains jours, il sera président de l'Union africaine. Un président de l'Union africaine n'envoie pas de troupes. Ça, je vais le dire pour que les autres amis soient désemparés, pour s'interférer dans un conflit considéré comme étant, il n'envoie pas de troupes pour aller combattre dans un autre État, dans un conflit interne. S'il doit envoyer des troupes, ça serait peut-être pour aller protéger, défendre la population civile. Ça, c'est d'abord la première. La deuxième chose, entre les lignes, nous avons bien compris les ras-le-bol. Parce que dans ses explications, il a même parlé de l'exemple de l'INITA. C'est un problème interangolais. Avec ce qu'ils ont vécu, avec la complicité manifeste de la République d'Isaïe, nous, République démocratique du Congo, nous avons soutenu Savimbi. Mais pour casser l'herbe sous notre pied, ils ont organisé un forum, un dialogue interne. La solution était trouvée à l'interne. La solution était trouvée en interne et il l'a évoqué. S'il l'a évoqué, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, les chefs d'État sont des diplomates aussi, quand ils parlent. Moi, j'ai toujours aimé ces définitions faites par les Fengus Carlibon, l'un des grands diplomates congolais de toute l'histoire, que j'ai toujours admiré. Pour lui, il a défini la diplomatie comme étant une salle d'armes où l'on se blesse en jouant et chaque mot est un coup d'épée. C'est pour cette raison-là que ceux qui ont fait les relations internationales vous direz que même pour la rédaction des traités internationaux ou même des accords, la validité ou l'invalidité ne se font pas par rapport à la phrase. La discussion se fait mot par mot. Tel mot, nous sommes d'accord. Deuxième mot, troisième mot. Ce n'est pas que telle phrase, non. Alors, si nous devons analyser les mots utilisés par le président Joao Lourenço, nous comprenons les ras-le-bol, nous comprenons quelqu'un qui a pendant longtemps conseillé, mais qui trouve que ça devient une perte de temps et maintenant qu'il s'est préparé à assumer les fonctions du président de l'Union africaine, il veut plus se vautrer dans une histoire sans fin. Et en dehors de lui, il y a un des partenaires de notre pays, l'Afrique du Sud, j'ai lu les tweets de Cyril Ramaphosa, le président, qui parle encore même d'une solution politique. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons devant quel tableau? Et en quoi consiste cette solution politique? Parce que Joao Lourenço nous envoie l'une des résolutions du sommet conjoint SADC et AC de parler directement avec toutes les parties, étatiques et non étatiques, nos militaires et non militaires, y compris les M23. Vous savez, moi je me rappellerai du dernier, c'était la dernière rencontre à Nairobi, qui avait connu la participation des 5 chefs d'État, lorsque, après plusieurs mois, je crois, d'escalade verbale, qu'on a vu le président Kagame, le président Kagame et Fachi se rencontrer devant 3 autres chefs d'État à Nairobi. Ces jours-là, il nous a été conseillé par les chefs d'État présents. Ils nous ont donné 3 options.
par rapport à cette situation. La première option, c'était celle de nous dire que nous devons envisager un dialogue direct, non pas entre la RDC et le Rwanda, parce que la RDC et le Rwanda, moi je ne vois pas sur quel problème, mais c'est entre Fachi et le président Kagame. Kagame est accusé d'être le patron du M23. Je vous parle d'abord de cette résolution-là et de ces conseils qui nous ont été prodigués. La deuxième piste, ils ont parlé des négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC. Et la troisième piste, c'était des négociations entre le président Fachi et la classe politique en interne et la société civile. Moi, j'ai toujours pensé, ça c'est ma conviction, que c'était la voie et la délivrance. Si on avait, à cette époque-là, opté pour cette option-là, peut-être aujourd'hui on n'en serait pas là où nous en sommes. Et nous avons, dans une certaine mesure, soutenu et défendu cette position en donnant quelques arguments que je pouvais considérer comme étant une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on avait déjà comme argument, qu'on écoutait à gauche et à droite. Les gens avaient une autre option. Bon, on peut faire le constat aujourd'hui que cette option-là est vouée à l'échec. Est-ce que nous pourrons encore aujourd'hui revenir vers cette option-là? Je crois que la réponse est non. Parce qu'il y a une forte méfiance qui s'est déjà installée. À cette époque-là, il y avait certes la méfiance, mais on pouvait encore arrondir les angles. Alors, l'issue maintenant, Dieu seul la connaît. Moi, personnellement, je ne la connais pas. Mais en tant que Congolais, je peux exprimer de profondes inquiétudes. Est-ce que l'issue ou la délivrance ne viendrait pas aussi de la sincérité, de l'engagement du chef de l'État à tendre la main à tout le monde et à se dire être disponible pour baliser les chemins afin de sortir de ces cycles? Vous savez, M. Gédéon, je n'aime pas trop m'ériger en conseiller, tant pour le chef de l'État que pour sa famille politique. Mais pour une fois, ce serait le bienvenu parce que la case brille, Papi Tamba. Je parle par rapport à l'interprétation de nos amis. C'est-à-dire, si vous voulez émettre un point de vue qui peut paraître comme un conseil, cela est toujours mal accueilli et en retour, vous n'aurez que des injures et des menaces. Donc la meilleure option, c'est tout simplement de se taire, de montrer un désintérêt. Et j'ai atteint ce niveau-là. Donc, si vous avez une quelconque question à me poser, qui pourrait faire que je puisse moi émettre un avis, mais qui peut paraître comme un conseil à Fachi, sachez-le déjà que la réponse serait le silence. Merci beaucoup, Papi Tamba. Il y a Joao Lorenzo dans le colonne du très crédible Jeune Afrique. Il disait que les autorités congolaises ont conscience de la nécessité de parler à toutes les parties, y compris au M23. Et nous avons plaidé en ce sens auprès du président Félix Tshisekedi en rappelant notre propre exemple. C'est une interview exclusive à retrouver sur Jeune Afrique. Nous rappelons à ce moment que l'on s'enlise dans la crise parce que il y a avancé, bien entendu, de rebelles ou des agresseurs du M23. Eh bien, il y a une nécessité de réagir. Le plus tôt serait le mieux. En ces temps où, pendant ces moments, le chef de l'État se trouve être en Allemagne, dans la capitale de cet État, où il prend part justement à une réunion de Conseil de sécurité internationale, selon ce que la porte-parole Tina Salama a rapporté. Et pour l'opposition, à l'instar du très proche de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, il dit que la présence du président flanqué de son épouse à Munich est une gifle au visage des chefs d'État, Soulou Samia et Cyril Ramaphosa.
qui ont envoyé leurs troupes pour combattre à l'Est alors qu'ils doivent entièrement se consacrer à la recherche de la paix. Il choisit de bouder les sommets, Sadek et Yassé, et préfère les honneurs et les tapis rouges en Allemagne. Et c'est également votre point de vue? Par rapport à la question que vous posez, il est lié quand même de se poser aussi à notre tour ou à mon tour quelques questions. Il y a moins de 10 jours, on vient d'avoir un sommet des chefs d'État qui réunit des organisations régionales, souvent présentées comme des organisations antagonistes. Et des mémoires, sauf erreur de ma part, c'est pour la première fois que ces deux organisations se réunissent ensemble pour examiner une situation. La situation d'un pays qui s'avère être le nôtre. Je suis dans l'incompréhension que des raisons soient avancées pour que Fachi sèche cette réunion-là, qu'il ne puisse pas rehausser de sa présence, mais que 10 jours plus tard, qu'il s'envole très loin. La Tanzanie, c'est à côté, l'Allemagne, c'est à l'autre bout du monde. Je me pose des questions, je n'ai pas de certitude de réponse, mais peut-être que tout cela peut aussi contribuer à influencer les prises de position de ses partenaires, entre autres l'Angola et l'Afrique du Sud. Ils peuvent se sentir méprisés, à juste titre. Nous nous réunissons pour vous. Nous bousculons nos agendas. Nous arrivons personnellement, sans délégation, dans un pays tiers où nous devons examiner la situation et vous trouvez un prétexte de ne pas vous présenter. Mais moins de 10 jours ou des semaines plus tard, vous vous envolez pour l'Allemagne. Pourquoi? Pour quelque chose de loin moins important pour votre pays que la réunion qui vient de se tenir. Sa présence physique aurait fait la différence? Il y a d'abord le respect. Avant de parler du contenu, des gens se déplacent pour vous, pour quelque chose qui vous concerne au plus haut point. Vous préférez ne pas vous présenter, vous déléguer, mais vous vous présentez ailleurs, très loin du lieu où vous étiez censé vous retrouver avec les autres. Ne comprenez-vous pas pourquoi il l'a fait? Je vous ai déjà dit que ce genre de questions pour moi n'ont pas de réponse. J'analyse les faits, ainsi de suite, mais je n'ai pas la chance et le bonheur de les connaître, de parler avec lui, de savoir comment est-ce qu'il réfléchit. Je n'ai pas ce bonheur-là. Est-ce que s'il savait que ce sommet n'allait pas plaider en faveur de la République démocratique du Congo, ce serait toujours important qu'il se déplace? On parlait de vous. Vous savez, c'est Mahatma Gandhi qui l'avait dit, et moi je vais prendre la négation de cette phrase. Mahatma Gandhi a dit que quand vous parlez de quelque chose qui me concerne mais sans moi, ça veut dire que vous le dites contre moi. Prenons la négation. Vous parlez de quelque chose qui me concerne. Et moi je ne suis pas là-bas volontairement. Pour X raisons, donc je dois m'attendre à ce que les conclusions ne me concernent pas. C'est le seul message que je peux passer à des gens que je peux considérer comme étant mes hôtes. Parce que là, même si c'est la Tanzanie qui a réussi, mais l'hôte de la réunion devait être la République démocratique du Congo. Voilà. Mais la réunion à laquelle il participe aussi à Munich, c'est aussi une réunion loin d'être moins importante pour le pays, dans le contexte actuel où la crise est délétère, surtout dans l'est du pays. Alors, nous allons parler un tout petit peu Non, vous ne pouvez pas dire que c'est puis passer. Je ne vous laisserai pas passer. Elle est de loin moins importante que les sommets qui viennent de se tenir. Voilà. OK. On va parler de la rage. Certains Congolais fulminent leur colère et la décharge sur l'ancien chef de l'État,
qui est votre autorité morale, et Raïs Joseph Kabila, on l'acquise depuis son départ du pouvoir de tout le mot qui nous ronge actuellement. Et parmi les premiers à être, qui sont sur le front, on a l'ancien député national, Zakari Bababaswe, qui a dit un certain nombre de choses au sujet de l'ancien chef de l'État. Comment réagissez-vous à ces attaques devenues monnaie courante? Bon, je crois l'avoir déjà fait dans une vidéo. J'ai utilisé les mêmes moyens que lui. Et les messages j'ai passés, j'essaie de suivre et d'observer les commentaires. Vous me posez la question par respect vis-à-vis de vous. Je dois peut-être encore essayer de répondre, mais vraiment de façon lapidaire. Pour dire à tous les pourfendeurs du président Kabila dans ces domaines précis de se conformer tout simplement à la communication de Fachi lui-même. Fachi n'a jamais soutenu ce qu'ils disent. C'était le seul Congolais qui a fait la remise et reprise avec le président Kabila. Le seul. Il connaît la vérité. Il sait qu'il n'a trouvé aucun accord. Sinon, il aurait déjà revendiqué. Ces chiffons-là qu'ils ont produits dans un laboratoire à Parico et récupérés plus tard par l'IDPS, comme quoi Parico de Honoré Ngbanda. C'est eux les concepteurs de ces chiffons. Que non, voilà, il y a eu un accord, on a cédé 40%, je ne sais pas de quoi, à Ituri. On a des histoires. Dernièrement, il y a encore des gens qui ont encore... il y a d'autres personnes qui sont venus avec un autre Kadiocha, par là, la somme de 6 millions de dollars qu'on verserait tous les mois à Kagame et que Fachi l'a coupé. L'ayant coupé, et il subit tous les déboires. Je ne sais pas d'où ils tiennent tout ça et pourquoi ils font ça. Plus d'une fois, Fachi l'a dit lui-même que le M23 est un mouvement défait, un mouvement vaincu militairement. Les vidéos existent. Plus d'une fois. Ce n'est pas qu'une seule vidéo. Parce que c'est ça la vérité. Alors, pourquoi doivent-ils indéfiniment manquer de respect à leur chef? Quand vous voulez communiquer, restez dans la ligne droite de ce que votre chef veut ou de ce qu'il déclare. Pas contredire votre chef pour le faire passer pour qui? Pour un menteur ou pour qui? Est-ce que c'est ça l'amour que ces députés que vous citez veulent offrir s'il dit à son chef, je parle de l'actuel, parce qu'il avait un chef par le passé. La politique, ça je lance un message à la jeunesse congolaise. Faisons la politique autrement. Surtout pour vous qui avez entre vos mains le destin de ces pays. La politique, ça doit être une histoire des gens qui sont convaincus par rapport à une idéologie, qui doivent les défendre, l'assumer et en même temps avancer avec leur idéologie, peut-être faire quelques recadrages. Mais pas courir derrière les pouvoirs des hommes. Aujourd'hui, Papi Tamba est au pouvoir, je suis avec lui. Demain, c'est maintenant Jean-Pierre Kaïmbe. Je commence à me dire si Papi Tamba, pour montrer à Jean-Pierre Kaïmbe que je l'aime, alors que hier, je l'avais fustigé. Ce n'est pas une bonne manière de faire la politique. L'opposition ne tue pas. Nous avons connu des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont fait 37 ans à l'opposition, ils n'en sont pas morts. Pour preuve, vous aussi également, vous vivez. C'est ça que je veux malgré dire. Tout. L'opposition ne tue pas, nous sommes là. Je peux encore répondre à votre invitation. Quand vous m'appelez, tout ça. Alors, les transhumants ont une grande faiblesse, c'est de chercher toujours à séduire, de chercher à flatter. N'ayons vraiment pas peur de ces mots-là. Et pour cela, ils vont creuser dans leur cervelle pour trouver même des histoires invraisemblables, espérant ou pensant faire plaisir à la personne qui dirige. Mais mettez-vous à la place de Fachi. Il a son téléphone chez lui. Il regarde ça. Mais il sait pertinemment bien que vous mentez. Parce que lui qui a hérité des dossiers,
lui qui gère ces pays, sait que ce n'est pas vrai. Sait qu'un tel accord n'existait pas. Mais vous en parlez avec, pour fustiger son prédécesseur. C'est une façon de faire. Pour faire passer quel message? Mais pourquoi ne pas écarter ou encore mettre en garde tout ce qui essayerait d'outrepasser les lignes ou de s'écarter de l'essentiel en le remettant sous le rail? Non. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse qu'on observe. Il y a 3 personnalités de ces pays qui se sont illustrées en gendarmes de la République. Il y a le ministre de la Justice. Il y a le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et il y a le président du CESAC. Ils nous ont en quelques jours fourni un grand nombre d'interdits devant les médias, devant n'importe qui, avec des menaces, ainsi de suite. Et comment ils réagissent quand ils tombent sur ce genre de vidéos? Normalement, c'est ce genre de cas de figure que lui-même, Patrick Mouyaya même, n'a jamais évoqué tout en état porte-parole du gouvernement. Il n'a jamais évoqué cet accord. Parce qu'il sait bien que ça n'existait pas. Propagation de faux bruits. Mais attendez, Constant Moutambe est là. Non, ça ne doit pas les intéresser. Ce qui va les intéresser, si Papi Tamba est ici, qu'est-ce que Papi Tamba dit? Vous savez, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, ou même quand les gens vont les suivre, ils vont avoir des carnets et des stylos à côté pour chercher chaque mot. Est-ce que ces mots-là devaient être à sa place? Est-ce qu'on ne doit pas? Ça, c'est peine perdue. Moi, je vais demander à nos amis des services de renseignement, civils comme militaires, en ce moment-ci, d'oublier un peu les petites phrases des opposants. Ok. Ça peut toujours arriver, nous sommes des humains. Quelqu'un peut outrepasser, peut-être par collègue, tout ça. Ce n'est pas ça qui va tirer une balle à Bukavu. Ce n'est pas cette petite phrase-là qu'on peut considérer comme étant un danger pour la République. Aujourd'hui, tous les Congolais, nous savons, les dangers se trouvent à quel niveau. Les dangers se trouvent à quel niveau, nous les savons. Qui s'attelle, c'est ça. Tenez, mon frère, le 14 décembre 2024, jour pour jour, aujourd'hui, ça fait 2 mois, exactement 60 jours. C'était à la veille du sommet de Luanda qui était prévu pour le 15 décembre. Le président Nanga tient un discours. Qu'est-ce qu'il dit? Dès l'entame de l'année 2025, c'est ce que j'ai retenu. La révolution va prendre une vitesse de croisière. 60 jours plus tard, on se rend compte qu'il n'a pas blagué. Et le fils de Museveni aussi avait réagi dans le même sens que Corneille Nangaa. Et on n'a pas pris ça au sérieux. Non, où étaient les services de renseignement, civils comme militaires, en ce moment-là? En Europe, une simple menace terroriste déclenche ce qu'on appelle l'opération Vigipirate. C'est-à-dire, on prend toutes les dispositions nécessaires. Parce qu'il fallait prendre la menace au sérieux. Mais là, il a parlé. Très librement, il a dit des choses. Alors, ça veut tout simplement dire qu'on peut se permettre de conclure qu'au lieu de s'intéresser à ce qui est essentiel, on a comme impression qu'on veut s'intéresser à ce qui est accessoire. Peut-être on n'a pas fait attention à ça parce qu'on le considère comme un rigolo. Ce qui doit être considéré comme étant une grave erreur. Parce que quand on a tenu cette phrase de dire qu'ils étaient des rigolos, ils avaient déjà des territoires entiers de notre pays qui étaient sous leur occupation. On ne peut pas mépriser quelqu'un qui tient un territoire de votre pays de cette manière pour montrer à la population que vous vous en foutez de leur capacité de nuisance. Que ce sont des rigolos, de toute façon, il ne faut pas les calculer. C'est même grave. Alors, aujourd'hui, venir prendre Papi Tamba, les découper en 1000 morceaux, ça ne changera pas la détermination de l'AFC par rapport à ceux que nous sommes en train de suivre dans les réseaux. Alors, que nos services de sécurité, de grâce, s'intéressent à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure il faut ramener la paix. Mais il est revenu à la charge ce matin. La vidéo fait le tour de réseaux sociaux
en s'attaquant également aux pères spirituels, en décriant leur démarche. Et il voit l'ombre de Joseph Kabila derrière tout ça parce que les pères ont pris un même avion avec la sœur jumelle, Jeannette Kabila. Cette vidéo-là, je ne l'ai pas encore suivie. Oui, elle est disponible. Et il est en pleine circulation. Avec, sur qui il a une vitesse, a une traînée de poudre. Sur l'honorable Jeannette Kabila est aussi est parti à Kigali. Ils sont arrivés à Nairobi et c'est de là qu'ils ont pris l'avion pour atterrir à Goma et Kigali. Bon, je ne sais pas si l'honorable Kabila a réellement pris un avion et qu'il a fait les déplacements. Ça, je ne sais pas, en toute honnêteté. Mais soutenir ce genre de choses, franchement. Soutenir ce genre de choses pour dire que tel s'est retrouvé dans les mêmes vols que X, ça montre que ces gens-là, ils ont acheté les billets ensemble, ils cherchent quoi? Alobi banda kala zolo senga na mokonzi ya mboka kala azala clair. Ils cherchent quoi? Ils cherchent à séduire qui? A-t-il déjà oublié tout ce que lui-même a dit sur Fachi? Il pense que Fachi est amnésique. Et que les landes... Moutamba avait dit aussi des choses sur Fachi, mais aujourd'hui, il est bombardé, ministre d'État. Ça ne veut rien dire. Ça ne voudrait pas dire que Fachi a oublié. Les nominations, sur les plans politiques, c'est une histoire de plusieurs enjeux. Des nominations. La preuve, les chefs d'État travaillent avec les opposants aussi. Ils peuvent nommer les opposants au gouvernement. Vous avez bien vu que Saïm Badibanga, à la suite d'un accord politique, il était Premier ministre dans ces pays. Aujourd'hui, il est retourné chez lui. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous pensez que là où Fachi aura besoin de confier son cœur, Moutamba sera là. Là où il aura besoin de confier son cœur, Zacharie sera là. Pourquoi il ne serait pas là? Mais ils sont passés partenaires de combat. Et il le sait. Il n'est pas naïf. Sinon, il ne va pas gérer un grand pays comme la République démocratique du Congo. Ne faisons toujours pas la politique de cette manière-là. Voulez-vous qu'on ressuscite encore plusieurs vidéos? Ça fait des années que je travaille dans la communication politique. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans ce secteur tout en étant au pouvoir et Fachi dans l'opposition. Sortez-moi une seule phrase désobligeante. Contredire quelqu'un ne veut pas dire commencer à raconter n'importe quoi sur sa vie, sur sa personne. Non! Vous croyez que lorsque Fachi, à l'époque, selon Zach, alors qu'on avait l'effet président Etienne Tshisekedi avait chassé tous ceux-là qui siégeaient au Parlement, mais que Fachi est resté député qui touchait l'argent selon Zach, vous pensez que nous autres aussi, on ne pouvait pas avoir droit à une telle information? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas évoqué? Parce que ce n'est pas ça de la politique. Ça ne doit pas nous concerner. Et les dire de la manière qu'il les faisait avec légèreté comme ça. Vous croyez que nous autres, on ne pouvait pas aussi les faire? C'est clair, ça montre clairement. Ce n'est pas une intention que je lui prête. Mais je me repose sur son comportement dans des époques différentes. Ça me laisse le droit de croire que si Fachi quitte les pouvoirs comme je le souhaite, il sera avec les prochains. Les prochains, et dans ce cas... Les prochains présidents qui seraient élus. Kabila. Hein? C'est mon souhait aussi. Mais il n'est pas le seul dans ces cas. Il y a aussi Peter Kazadi, lors de sa sortie médiatique sur Télé 50, qui accuse Joseph Kabila d'être le malheur ou l'agent causal de tous ces désastres. En parlant du mixage et brassage, il en est l'un des auteurs intellectuels et il a facilité cela. Aujourd'hui, nous a payé le prix. Bon, Peter Gazal, ça ne m'étonnerait pas.
pendant très longtemps, je l'ai eu comme co-débatteur. Je connais leurs discours. Les discours anti-kabylistes, je les connais. De tout mettre sur la personne du président Kabila, c'était leur stratégie. À un certain moment, il a commencé à faire des éloges du président Kabila pour dire qu'on doit les protéger. Moi, ça m'étonnait. Aujourd'hui, c'est comme on dit, renvoyer au naturel, il revient au galop. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais ce qu'il faut seulement considérer dans tout cela, c'est quoi? C'est que malheureusement pour lui, il arrive à faire ces discours-là à un moment où ça ne passe plus. Qui a répondu à Peter Kazadi? Personne. Mais allez voir les commentaires dans les réseaux sociaux. Rien que les extraits de sa vidéo postée, sans une réponse de notre part. Il faut voir, je sais que le peuple, à travers les réseaux sociaux, avait répliqué. Ça ne passe plus ces discours-là. À un certain moment, c'est vrai qu'ils avaient encore un écho favorable vis-à-vis de la population qui écoutait encore ce genre de choses. Parce que malheureusement, une fois de plus pour lui, l'histoire c'est les brassages. L'histoire c'est tous ces différents épisodes que nous avons connus. Qu'est-ce que vous en connaissez? Est déjà connue de tous. Les Congolais le savent aujourd'hui. Les Congolais connaissent les rôles. Ils savent quel est le rôle joué par l'IDPS dans les brassages. C'est-à-dire pour qu'on arrive à ce niveau-là, les mariages entre l'IDPS et les RCD à l'époque. Des révélations ont déjà été faites. Valentin Moubaki est encore en vie. Ce n'est pas Peter Kazadi qui a fait ça. Je ne sais même pas quelle était sa position à l'IDPS à cette époque-là. Mais les Valentin Moubaki étaient les proches collaborateurs des Sphinx. Et ils ont parlé. Alors, aujourd'hui, venir encore avec ces discours-là, si nous devons nous consacrer encore du temps pour répondre, même le peuple nous dira, mais attendez, nous avons déjà compris, mettez votre énergie à autre chose. Ça, c'est malheureusement pour lui. Alors, maintenant, on est arrivé à la fin de l'émission. Par quoi passe la solution? Kinshasa refuse de dialoguer, de négocier, encore de faire la guerre, parce que nous n'avons pas le moyen. Selon certains officiels, il faudra d'abord extirper les infiltrés de l'armée, un travail qui pourra nous prendre certainement un peu de temps. Mais pendant ce temps, des villes continuent à tomber. Qu'est-ce qu'on fait? Cet argument-là, que l'on développe depuis 2-3 ans avec, de façon ostentatoire, moi, ça me chagrine. Je dois seulement rappeler aux Congolais que la même armée qu'on fustige aujourd'hui, c'est celle-là qui a bouté les M23 dehors en 2013. Militairement vaincu. Je parle des M23. La même armée. Cette même armée a travaillé dans l'opération de maintien de la paix de 2013 jusqu'à la résurgence des M23. Ils n'ont pas connu d'autre chose. C'est quand même un mauvais procès qu'ils ont en train de faire à cette armée-là, puisque les hommes qu'ils considèrent aujourd'hui comme étant des infiltrés, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'ils ne sont ni chassés de l'armée, ni arrêtés. La faiblesse, allez-y, Andolo. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une question de communication politicienne pour dédouaner certaines choses. Sinon, dans les lots de ceux-là qu'ils ont attaqués longtemps, il y avait le général Massoudjo. Il est considéré comme étant un infiltré. Pourquoi l'avoir nommé aujourd'hui à un moment critique? Si réellement il était un infiltré. Et il n'y a pas que lui. C'est un mauvais procès qu'on fait à notre armée et je le trouve injuste. C'est quoi maintenant la solution? Renforcer le rang des FARDC? Quand vous allez... Non, la solution, moi, je ne l'ai pas. Donner les moyens? La solution, je ne l'ai pas. La solution, c'est... Vous voyez la solution, seul retour de Kabila peut-être? Non, la solution, j'ai dit, à ce stade, moi, je ne l'ai pas. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Nous sommes arrivés à la fin. Papi Tamba, votre dernier mot. La solution, je ne l'ai pas. C'est mon dernier mot. C'est pas possible. On attend l'évolution de la situation. Et nous attendons tous. Si Kabila, l'invitation lui a été lancée, vous le voyez répondre? Donc ce n'était pas les derniers mots alors que vous m'avez demandé. Vous n'avez pas pu donner votre dernier mot.
avec Donc, cette question, je vous vais permets dire, de faites des glisser conseils comme étant les votre derniers dernier mots. mot. Voilà, Moi, je glisse avec mon dernier mot pour dire que nous attendons. l'invitation. Non, nous attendons de savoir comment les choses vont se dérouler. Par respect, même au père de Mais on ne l'Église, sait pas, nous attendons. il peut Moi, je bien ne y vais, répondre. je vais pas préjuger sur les faits. Je n'ai pas encore cette capacité, Dieu ne me l'a pas encore donné, de savoir ce qui peut se faire demain. Selon l'agenda de père de l'Église, Mais ce n'est pas toujours là. après Kigali, c'est vraiment maintenant Qatar, et peut-être voir dans quelle mesure rencontrer l'ancien Vous chef de l'État. savez, je vais ici citer Zola, dans l'affaire de Dreyfus, avec son célèbre article « J'accuse ». Je vous accuse devant le peuple de vouloir à tout prix me faire dire des choses comme étant dernière chose, alors que j'en ai déjà dit. Allez, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi l'émission avec délectation. Oui, vous avez passé du bon temps de télé, comme on aime bien le dire chez nous. Merci beaucoup de votre confiance. On recevait Papi Tamba qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Nous pensons le retrouver dans une autre émission, aujourd'hui ou demain ou après-demain, pour parler d'autre chose. Mais nous vous envoyons beaucoup de flammes et un espoir noctilique dans ce moment critique que nous traversons. Merci à toutes et à tous. Et ici, j'ai tenu de profiter de cette occasion pour rendre mes hommages les plus appuyés à l'un des dignes fils de la République qui a passé l'arme à gauche, assassiné lâchement par les ennemis de la paix. L'artiste révolutionnaire Idengo, qui n'est plus depuis quelques heures tué alors qu'il était en scène pour son nouveau clip sorti il y a quelques heures qui dénonçait l'incapacité du gouvernement et même l'agression dont on est victime qui n'est que l'œuvre de Paul Kagame. Paix à son âme et que son âme se repose en paix dans la terre de nos ancêtres. Merci. Merci.